Bonjour vous, salut à tous, c'est Mimic et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour commencer, une petite présentation de cette chaîne YouTube. Donc cette chaîne YouTube sera beaucoup axée sur le gaming, donc beaucoup. Je pourrais parler donc de jeux vidéo, mais par exemple si j'ai envie de parler de films, je pourrais parler de films. Je sais pas encore ce que je veux faire dessus, je vais me fixer, ne vous inquiétez pas. Mieux pour commencer cette vidéo par... Quel jeu d'acteur? Mais t'es qui toi? Eh bien, je m'appelle... Mais en français ça se prononce Jean-Marcel, ou JM si tu veux. Je suis un clone de toi-même, créé par toi-même dans le futur, pour venir ici et pallier ton manque de charisme. Mais attends 2 secondes, ça veut dire que tu viens du futur et donc que je suis pas mort dans le futur? Est-ce que je suis ingénieur plus tard? Mais attends 2 secondes, mais si tu veux pallier mon charisme, pourquoi c'est pas ma soeur là qui est derrière la caméra qui joue? Et puis pourquoi on est joué par la même personne? Mais chut en fait. La ferme en fait et continue ta vidéo. Bon, c'est parti. Bienvenue dans ma première rubrique, toute une histoire du jeu vidéo. Ce premier épisode se basera sur sûrement la plus grande et la plus connue licence du jeu vidéo, Dora l'exploratrice. Non, je déconne. Super Mario. Tout d'abord, avant de commencer, une toute petite aparté. Je tiens à préciser que cette vidéo se basera uniquement sur les jeux vidéo de plateforme principaux, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Tout commence dans les années 80. En effet, une certaine entreprise du nom de Nintendo, fondée en 1889, qui faisait des jouets, et notamment des cartes à jouer, très célèbres au Japon, du nom de Hanafuda. Et donc, au tout début des années 80, voire même à la fin des années 70, Nintendo décide de faire des jeux vidéo. Cela fonctionne à peu près, mais pas tellement, disons. Mais c'est alors qu'un certain développeur, qui est maintenant de renommée mondiale, fait son apparition, un certain Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto va, à partir d'une ancienne borne d'arcade qui n'avait pas fonctionné pour Nintendo, créer son propre jeu d'arcade, Donkey Kong. Donkey Kong est un des tout premiers, voire même le premier jeu vidéo de plateforme. Il va recréer toutes les règles du jeu vidéo encore à l'époque. Le principe est simple. Monter en haut de poutres, sauter au-dessus de barils et sauver une princesse. Mais alors, qui sont les personnages? Anecdote amusante, avant de créer les personnages tels qu'on les connaît dans ce jeu vidéo, Nintendo, avec Universal, souhaitait créer un jeu Popeye. Mais avant la publication du jeu, ils ont perdu les droits. C'est alors qu'ils ont décidé, en s'inspirant légèrement du très célèbre film King Kong, créer un jeu vidéo avec un énorme singe. On y contrôle alors un certain Jumpman, un personnage de couleur rouge, avec une casquette et une moustache. Ça ne vous dit rien? Le but est de sauver une certaine jeune fille du nom de Lady. Et c'est Pauline maintenant, hein. Ce jeu, à l'instar du très célèbre Pac-Man, sorti lui en 80, fut un succès immédiat, dès sa sortie en 1980. Suivre plusieurs suites, du nom de Donkey Kong Jr. et Donkey Kong 3. Donc, dans Donkey Kong Jr., le personnage de Jumpman, donc il n'a toujours pas de prénom, va jouer le rôle du méchant en kidnappant Donkey Kong. On jouera alors Donkey Kong Jr. pour aller sauver son père. Mais tout ceci ne nous intéresse pas tellement, car c'est en 1983 que sort un deuxième jeu d'arcade du nom de Mario Bros. Mario Bros est un deuxième jeu de plateforme où l'on contrôle donc 2 personnages qui ont maintenant des noms, un certain Mario
et Luigi Mario. C'est pas moi qui invente ça, hein. Mario Bros, ça veut dire les frères Mario, hein. Je suis désolé, mais s'appeler les frères Mario, c'est pas les frères, genre tu donnes le prénom du premier frère, ouais, ouais, hein, c'est leur nom de famille. Le principe de jeu est de sauter en dessous de tortues qui ne sont pas des coupas et de crabes, ainsi de les renverser en sautant ou en fonçant dessus. J'aime pas trop ce jeu vidéo. Enfin, j'en suis pas un grand fan. Disons en fait que la physique des sauts, c'est la même physique de saut que vous avez dans Ice Climbers. Attends. Oui, et ce serait quand même incroyable que la physique, ce soit pas bien. Non. En effet, la physique, donc la physique que j'appelle la physique Ice Climbers, est en fait une physique assez spéciale. En fait, les sauts qui ont été changés depuis Donkey Kong ont été calculés pour être mieux en hauteur. Donc en gros, Mario, quand tu appuies sur le bouton A, au lieu de faire hop, il va faire hop. Sauf que le problème, c'est que quand tu sautes haut, il faut bien gérer ton saut parce que l'angle, en gros, l'angle de saut, il est comme ça. Contrairement à la plupart des jeux de plateforme, tu peux gérer l'angle de saut comme ça. Bref, 1983 sera la date de 2 événements. Un sympa, un pas sympa du tout. Tout d'abord, l'élément sympa, c'est la sortie de la Famicom au Japon. Si vous ne savez pas ce que c'est la Famicom, vous le saurez très bientôt. 1983, c'est aussi l'année du crash jeu vidéo en Amérique. Le crash jeu vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est notamment lié à Atari qui a sorti des jeux à qualité pas ouf et qui en a pris l'effet dès décembre 1982 avec la sortie d'E.T. l'extraterrestre, l'un des jeux, voire même le jeu le moins bien noté de tous les temps. Et donc on enterrera toutes les cartouches dans le désert, vous connaissez l'histoire, ça c'est véridique. Et donc ce crash de jeu vidéo va faire descendre la popularité du jeu vidéo en Amérique. Ça fait mal pour Nintendo quand même. C'est alors qu'en 1985 sort, développé notamment par, encore une fois, Shigeru Miyamoto et également Takashi Tezuka, avec à la baguette de la musique Koji Kondo, un certain jeu du nom de Super Mario Bros. Il sortira la même année et sera en fait un jeu du line-up de lancement de la Nintendo Entertainment System, ou NES, qui est en fait la version américanisée de la Famicom. La NES sortira chez nous en 1987 avec également Super Mario Bros. Et sera un immense succès. Super Mario Bros. Va donner toutes les bases aux jeux vidéo de plateforme. Tout d'abord, une invention qui vous paraît peut-être pas incroyable, mais pourtant il n'a vraiment jamais été pensé à l'époque, le scrolling horizontal. Qu'est-ce que le scrolling horizontal? En gros, vous avez votre personnage, quand il avance, il se retrouve pas coincé dans une boîte carrée comme on avait dans tous les jeux à l'époque, par exemple Donkey Kong ou Mario Bros. Là, le personnage va avancer et la caméra va suivre le personnage qui sera donc Mario. Mario, ce sera sa toute première réussite. Pourquoi? Parce que le jeu est simple à comprendre. Il n'est pas facile, mais simple à comprendre. Et il y a une histoire derrière tout ça. Je vais vous la conter. Le royaume champignon est attaqué. Le roi Bowser Koopa a kidnappé la princesse Toadstool, Peach de son prénom. C'est alors à Mario de sauver le royaume champignon et de délivrer tous les Toads qui ont été enfermés dans les briques. Donc en gros, si vous m'avez suivi, tous les blocs que Mario y détruit, je sais que cette blague tout le monde la connaît, c'est des Toads. Donc on tue des Toads. Ah, c'est amusant. Hein. Donc le principe de ce jeu est simple. On saute sur des ennemis. Le premier ennemi est en forme de bumper. Cet ennemi, on appelle le Goomba. Et c'est pas des champignons. Ils m'agacent les gens qui disent ça. Ce sont plutôt des châtaignes. D'accord?
Les deuxièmes ennemis qu'on voit, ce sont les Koopas. Les Koopas donc qui sont de la même race que Bowser. On leur saute dessus une première fois et ils rentrent dans leur carapace, car ce sont des tortues. Et on leur saute dessus une deuxième fois pour détruire tous les ennemis. On appelle ça du level design. Il y a aussi une mécanique de power-up. Qu'est-ce que sont les power-up? Dans Mario, quand vous frappez un bloc, vous avez la chance de tomber sur deux trucs. Soit des pièces, soit un power-up. Le premier power-up que l'on rencontre dans Super Mario Bros. Se trouve dans le tout premier bloc point d'interrogation du jeu, juste après le premier bloc sans point d'interrogation. Je sais, c'est très précis. Ce champignon nous permet de grandir. Il nous permet de grandir et donc d'avoir un point de vie en plus. Par contre, il est plus compliqué d'accéder dans les coins exigus. Le deuxième power-up est la fleur de feu. La fleur de feu nous permet d'obtenir un point de vie supplémentaire. On ne devient pas grand Mario comme dans les jeux suivants. On redevient petit Mario quand on se fait toucher. Mais la fleur de feu nous permet de balancer des boules de feu. Un peu comme Son Goku. Le jeu se séparera en 8 mondes. Tous les 8 séparés en 4 niveaux. À la fin de chaque niveau, on descend un drapeau qui sera emblématique à la série en effet. À la fin de chaque le niveau 4 du monde 1 par exemple, on arrive à ce qu'on appelle un boss. Les boss sont plutôt rudimentaires dans le jeu puisqu'à chaque fois ce sont des Bowser. Les 7 premiers ce sont des faux, vous le verrez si vous jetez des boules de feu dessus, cela se transforme par exemple en Goomba dans le premier monde. Ou alors, vous avez le choix de sauter dessus ou passer en dessous et toucher la hache pour faire tomber Bowser. Mais, à chaque fin des 5 premiers mondes, vous n'obtiendrez pas le sauvetage de la princesse, mais le sauvetage d'un Toad qui vous dira la phrase la plus insupportable du gaming. Désolé Mario, mais ta princesse elle est dans un autre château. La musique que vous entendez depuis tout à l'heure est le thème principal de Super Mario Bros. Composé par Koji Kondo, qui est l'un, voire même le compositeur emblématique de la licence Super Mario. Ce thème, en fait, tout le monde le connaît. Tout le monde, quand on parle de jeux vidéo, on pense à Mario, et chante-moi musique de jeux vidéo, il y a une chance sur deux qui vous chante le thème de Mario. La deuxième chance, c'est le thème de Skyrim, mais après, ça, c'est une autre histoire. Le jeu s'écoulera à 40 millions d'exemplaires, ce qui en fera le jeu le plus vendu de tous les temps, jusqu'en 2009. Et c'est quoi, du coup, le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps en 2009? Allez, devine. Après le succès retentissant de Super Mario Bros 1, vous vous doutez bien que Nintendo a souhaité faire une suite. Cette suite sortira au Japon en 1986 sous le nom de Super Mario Bros 2. Donc en fait, ils ont repris tous les graphismes de Super Mario Bros 1, les ont légèrement améliorés et les ont foutus dans le 2. Et en gros, pour vous résumer facilement le jeu, donc on va qualifier la difficulté de Super Mario Bros de un peu compliqué. D'accord? Parce que c'est pas facile, c'est pas pour tout le monde. Mais par contre, la difficulté de Super Mario Bros 2, je vais vous la résumer comme ça. Donc, vous l'aurez compris, ce Super Mario Bros 2 est très dur. Ils ont fait en fait la barre de difficulté comme si la difficulté commençait à la fin du tout premier. Et donc ça augmente, mais c'est dur. Déjà, je vous en avais pas parlé, mais le 1 n'avait pas de système de sauvegarde, c'était chiant, mais au moins t'avais les warp zones qui te permettaient d'accéder à d'autres mondes. Mais celui-là, il a des warp zones qui permettent d'accéder à des mondes précédents. Mais c'est affreux. Mais au secours. En plus, t'as des champignons qui te tuent. Mais attends 2 secondes. Ce Super Mario Bros 2, c'est normal qu'ils me disent rien? C'est normal, Jean-Marcel. C'est très simple. En effet, ce jeu vidéo n'a jamais été exporté, en tout cas sous sa version NES, chez nous, en Europe et aux États-Unis. C'est très simple.
le jeu a été considéré beaucoup trop dur par les États-Unis. Donc, le subterfuge que M. Miyamoto a décidé de faire, c'est de sortir un autre jeu qui n'était pas sorti en Europe chez nous et aux États-Unis, et de mettre les personnages de Mario par-dessus pour faire d'une pierre deux coups. Permettre aux joueurs d'avoir Super Mario Bros 2 et d'avoir ce jeu. En effet, ce jeu vidéo, qui à la base s'appelait Yume Kojo Doki Doki Panic, n'est pas du tout le même jeu qui est celui qu'ils ont connu au Japon. En effet, ce jeu vidéo était en fait un jeu vidéo publicitaire pour la très célèbre émission japonaise Yume Kojo. Si ça vous dit rien, c'est normal, parce que c'est japonais. Et donc, ce jeu n'a pas pu être exporté en Occident parce que du coup personne ne connaissait l'émission. Alors Miyamoto a remis un skin de Mario en permettant de jouer 4 personnages dans ce jeu. Donc contrairement au choix entre Mario et Luigi dans les jeux précédents. Donc là on peut jouer 4 personnages. Mario, Luigi, Peach et Todd. Ils ont chacun leur propre capacité spéciale. Un peu comme dans Super Mario 3D World, mais j'y reviendrai. En effet, Mario, c'est un personnage très classique, donc avec les mouvements de base. Luigi a des sauts un peu spéciaux qui le fait planer. Peach peut planer complètement. Et Todd, c'est Todd. Le gameplay va donc énormément différer des jeux précédents. En effet, au lieu de sauter sur les ennemis et de les tuer, on saute sur les ennemis, mais on les ramasse, on les récupère et on les balance sur les autres. On peut alors également récupérer des navets pour balancer sur les autres ennemis. Les ennemis vont peut-être rien vous dire, mais pourtant deux personnages seront à peu près inhérents à la série Mario, mais bien plus tard, puisque ce jeu du coup n'est pas un vrai jeu Mario. Nous avons tout d'abord les très célèbres Mascas, et également nous avons Birdo. Donc Birdo qui, je vous rappelle, est l'espèce de dinosaure bizarre avec un trou à la place de la bouche qui est trans. Voilà. L'histoire est différente donc de Super Mario Bros. En gros, le royaume des fées est envahi par le méchant Wart. Et donc Mario et ses copains ils vont sauver le royaume, ils vont tuer Wart en lui balançant des navets créés d'une machine qui est dans sa chambre. Donc c'est quand même con d'avoir son point faible dans sa chambre. Voilà. Et donc on détruit Wart et puis on sauve le monde. Sauf qu'en fait on découvre un truc à la fin. Laisse-moi dire, car tout ceci n'était qu'un rêve. En effet, Jean-Marcel, tu as raison. Le jeu a tout simplement justifié sa bizarrerie par le fait que Mario était en fait en train de rêver. C'est complètement idiot. Mais alors, pourquoi Miyamoto a voulu sortir forcément en 1988, et je n'avais pas précisé la date, excusez-moi, ce Super Mario Bros 2? Eh bien tout simplement car s'apprêtait à sortir également en 1988, mais au Japon, un certain Super Mario Bros 3 qui s'avérait, prometteur. Super Mario Bros 3 va reprendre tous les codes qu'avait instauré Super Mario Bros, le tout premier, et va les peaufiner. On va alors jouer un Mario qui va pouvoir se transformer en Tanuki. Donc en gros, c'est le tout premier power-up que je pourrais qualifier le power-up trop cheaté qui nous permet de voler et qu'on met sur la boîte du jeu. Super Mario Bros 3 va ainsi instaurer quelque chose d'inhérent au jeu de plateforme, la world map. Qu'est-ce que la world map? C'est en fait une petite carte où on voit donc tous les niveaux du monde où on est actuellement. Et où on va se diriger dans les niveaux, contrairement au jeu précédent où les niveaux s'enchaînaient à la chaîne. Ce que va instaurer également Super Mario Bros 3, c'est des nouveaux boss. En effet, le scénario va permettre de créer de tout nouveaux boss dans le jeu. En effet, Bowser
et ses 7 compagnons, ses 7 fils, on sait pas, on n'est pas sûr. Donc va transformer tous les rois de chaque région, des 7 régions, et prendre le contrôle des 7 régions du jeu. Et donc, il est de notre pouvoir de sauver ce royaume et de détruire ce qu'on appelle donc les Koopalings et accéder au 8e monde où Bowser a lui aussi kidnappé la princesse Peach, encore une fois. Et donc, il faudra tout simplement sauver la princesse Peach. Le boss final sera un rappel à ce qu'avait fait Super Mario Bros, mais en mieux. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer sur une hache et faire tomber Bowser, on va se baisser, parce que c'est la technique pour pas prendre de dégâts, merci Vivic, et faire tomber Bowser, qui va casser lui-même ses propres briques. Le jeu se finit tout joyeux, tout tranquille, voilà, tout le monde est content. Par contre, s'il y a bien une chose qui m'enquiquine dans ce jeu, une chose, alors que je l'aime bien celui-là, il n'y a toujours pas de sauvegarde. Ça vous paraît idiot de pas mettre de sauvegarde dans un jeu vidéo, mais à l'époque, c'était pas courant en fait. Les premières sauvegardes ont été créées dans le jeu Zelda sur NES en 86. Mais je trouve ça complètement idiot de ne pas mettre de sauvegarde dans le jeu. Maintenant, petit aparté sur un jeu sorti en 1989 sur Game Boy. Nous allons parler de Super Mario Land. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. En effet, cette vidéo est séparée en plusieurs parties parce que déjà mon PC il va pas supporter tout le montage et puis ça prend du temps hein, le montage et puis le tournage ça prend du temps. Bon cette vidéo est terminée, mais avant tout ça, d'abord j'aimerais remercier ma petite sœur Cathy Mini. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description, qui a été bien gentille d'avoir filmé toutes les séquences avec moi. Merci beaucoup Cathy. Je tiens à préciser ensuite que les vidéos j'ai été les chercher sur la chaîne YouTube longplay.org, donc c'est pas des gameplays par moi. Et pour finir, je vous mettrai tous les noms des musiques utilisées dans cette vidéo, donc celles qui jouent également actuellement, dans la description de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, et si vous êtes encore là, je vous propose un petit bonus. Allez, bisous. Émeric travailla beaucoup Mais sur qu'est-ce son qu'il fait projet Ah mais non, en tant que réalisateur de sa première chaîne YouTube. J'ai beaucoup travaillé sur cette chaîne YouTube.